Normalement, ça devrait aller. L'image charge. Bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Merci d'être connectés pour nous voir sur Recruiter in the House. Est-ce que vous pouvez me mettre déjà dans le chat si on entend le son? Le son étant ma principale problématique sur ce grand Bonjour à projet. tous. Bonjour, Est-ce qu'on Rassam. m'entend aussi? Bonjour Michael. Ça coupe pas. Yeah. Salut Richepon, salut Perfecto. Jegil. Ah, j'ai pas le live en direct. Salut Mauve. PAV, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez me dire, donc normalement c'est all good, on a le son qui fonctionne, on va pouvoir faire cette émission ensemble, c'est bon, j'ai aussi le focus sur ma caméra. Bonjour Rassam, j'espère que tu vas bien, est-ce que tu as passé un beau week-end? J'ai passé un très très bon week-end, j'avais super hâte. Je suis très content de te voir, je suis très content de Ouais, te retrouver. Ça pas fait longtemps grave. depuis notre première émission. C'était quoi? On l'a fait avant les vacances de décembre, c'était le 20. Le Exactement. 20 décembre, je crois qu'on a fait notre première émission à deux seulement. Salut Nage Nage, au top, tout le monde me dit qu'on entend. Salut Cashcoot. Et on a remis ça Cache-cut. aujourd'hui. Bonsoir C'est à tous. cache-cut, je connais, donc Elle s'appelle respecte le blaze. Cashcut. Respecte Si le tu as les accents, si tu as les accents, si tu as les prononciations pour pouvoir faire un live, n'hésite surtout pas à m'en parler. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, Rassan, c'était le 20 décembre, je crois. 20 À peu décembre, près il y a un première mois. émission. Pour notre première émission, c'est ça qu'on a réalisé à deux. On a monopolisé la parole tous les deux pour échanger un petit peu à propos de notre projet. C'est important de nous introduire à propos de ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, le temps a passé et on va vous proposer un live avec Benjamin Jean qui devrait être d'assez bonne qualité, qui rebondit quand même assez bien avec l'actualité, parce qu'on en parlera. Il y a pas mal de levées de fonds et je pense que ça va avoir un impact direct avec les sujets qu'on va évoquer ce soir. Mais déjà, avant ça, juste un petit débrief. Oui, Comment moi je suis chaud. c'est quoi ton retour d'expérience par rapport au premier live? Écoute, premier live, donc effectivement le 20 décembre. Déjà, super de se retrouver. Moi, j'étais au taquet pendant les vacances. Je me suis dit que j'avais Ouais. trop envie de refaire une émission. De refaire une émission? Et on a eu des feedbacks. On a eu des feedbacks Ouais. constructifs. Voilà. Ouais. Hein. De la bonne force. Hein. Tout le monde a quand même, Exactement. dans l'ensemble, tout le monde a bien aimé, je pense, l'énergie, le fait de J'ai se reçu des parler SMS, ouais. sans trop de chichi, on se dit les C'est ça, ouais. choses. Mais un truc qui est revenu assez souvent, c'est long quand même, 2 heures, c'est long. Démarrer à 17h30, c'est très tôt. Donc aujourd'hui, on a Aujourd'hui, on va adapté un faire une peu. émission d'une heure. Aujourd'hui, on Une vous promet heure. une émission d'une heure. Ouais, Une heure, de toute façon, moi, je effectivement. dois ramener ma fille chez le médecin. Donc j'ai Bonsoir, rendez-vous. Renaud Loulou. Donc Bonsoir, Léo Sampipo. bonsoir à tous. Et du coup, ça me donne une petite transition sur le deuxième feedback. Donc Yes. un peu long et ça a commencé très tôt. Et puis le deuxième, c'était soyez plus réactifs sur les comments, les gars. Ouais. Essayez de lire les questions un peu plus rapidement pour que tout le monde soit saucé aussi C'est pour vrai que la partager. première fois, on a beaucoup échangé tous les deux, mais on se découvrait aussi avec Rassam parce que, pour rappel, on s'est jamais rencontrés, Rassam et moi, en fait. C'est vraiment un projet qu'on monte à travers 2-3 discussions sur WhatsApp. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé et on n'a pas beaucoup échangé avec le chat. Le chat qui me dit Tom Hurricane, salut les beaux gosses. Salut à toi, Tom Hurricane. Hey Christophe, I know who you are, Christophe. Salut Léa Benkek. Du coup, écoute, on peut peut-être sans transition aller dans le vif du sujet Ouais. De quoi sur notre va-t-on parler invité. aujourd'hui, Rassam? Bah, aujourd'hui, alors vous connaissez, on va pas faire trop de suspense, on a fait un petit jeu pour deviner notre invité du jour. C'est Benjamin Jean, vous connaissez tous Benjamin Jean, pas besoin de le présenter. On va parler de quoi? Oui, on va bientôt, bien sûr, on va le présenter un tout petit peu quand même, mais on va, et d'ailleurs, revenir sur son parcours et puis d'où il a commencé. Mais le gros focus, c'est quoi? C'est de parler des tendances du marché du recrutement, des recruteurs, la flambée des recruteurs, comme on dit. Comment on navigue entre toutes ces infos, comment on fait ses choix. On va parler un petit peu d'argent, des salaires aussi qui flambent pas mal. Exactement. Et du coup, je ne sais pas si Benjamin est déjà dispo et prêt à rejoindre le live. On va parler surtout au niveau de deux scopes. Le premier, tu es un recruteur. Il y a tellement d'annonces aujourd'hui, tu te fais tellement contacter. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux travailler en startup? Est-ce que tu veux travailler en scale-up? Est-ce que tu veux travailler en cabinet? Est-ce que tu veux travailler en SS2I? Et d'autre part, tu es toi-même un patron et tu souhaites recruter un recruteur. Quelles compétences tu vas regarder? Quel hard skill? Quel soft skill? Comment est-ce que tu vas choisir le bon du mauvais? Benjamin Jean va bien sûr nous accompagner sur tout ça. Pour nous répondre, parce qu'il est recruteur de recruteurs depuis moultes années, je crois. Il fait ça depuis combien de temps? 4-5 ans? Et je pense,
depuis quelques temps, depuis 3 ans, je pense, au moins activement. Et puis il baigne dans le milieu depuis un peu plus longtemps. Il va nous dire ça. Depuis pas mal d'années. J'attends juste qu'il se connecte. À mon avis, là, il revient direct sur son. Ah, il est là. T'es prêt, Ah, Benjamin Jean, pour nous rejoindre? Ouais, je suis prêt, go. Allez, go, c'est bon, je peux te faire apparaître avec un petit tour de magie. Tac. Allez, Benjamin. Ouais, je peux jure que. Oh. Allez. Attends, je le fais juste apparaître. tu nous fais un tour de magie? Ouais, c'est ça, ouais, je dois juste trouver le nom. Tac, hop là. Du coup, j'espère que vous allez être au taquet sur les questions. Notre ami Michael va être, lui, au taquet pour y répondre Ouais, et nous arrêter. Donc, on va faire ça le plus interactif possible. ouais, Hello. carrément, ouais. Pour que tu puisses lui poser les questions. Pour que... Je vois. On voit son blaze. On voit son blaze. On voit Benjamin Ouais, Jean, j'ai réussi à faire venir le nom, je vais faire venir la personne. Et on l'entend aussi. Normalement, on devrait l'entendre. Super. Allez. Ouais, je Oh, peux j'adore Internet. Allez, hop. C'est bon. Bonjour, Benjamin. Ah, Hello. J'espère que tu vas bien. Je suis live, ouais, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir ici. Plaisir partagé. J'ai énormément de questions à te poser. Bah écoute, on est là Je pour t'ai ça. connu, moi, la première fois, par rapport à ton expérience et ton projet que tu as monté, Recruiter's Kitchen. Je sais que tu as déjà pas mal parlé dessus. Aujourd'hui, on ne va pas revenir dessus, mais déjà, juste peut-être, dans un premier temps, te présenter Ouais. pour les gens qui ne te connaissent pas, pour me dire un petit peu comment tu fais. Comment est-ce que tu es arrivé au recrutement? Déjà, c'est hyper intéressant de savoir comment tu t'es dit, ah bah tiens, le recrutement, c'est mon truc, j'ai vraiment envie de bosser là-dedans. Et après, moi, parce que je suis curieux et je n'ai pas vu les autres interviews, si tu peux m'expliquer comment tu as eu l'idée de monter Recruiter's Kitchen, 5-10 minutes pour une introduction, ça pourrait être patate. Eh ben écoute, trop Si cool. ça te va. Ça me va très bien. Je pense que comme beaucoup de monde, en fait, je tombe dans le recrutement par hasard. Je t'avoue, en parlant des recruteurs toute la journée, cette réponse-là, je l'ai quasiment Ouais. à chaque fois. On ne devient pas recruteur par vocation. Je crois que ça va être le cas de plus en plus maintenant. Mais tu vois, moi, je suis dans le recrutement depuis déjà 8 ans. Et il y a 8 ans, on ne devenait pas recruteur, je crois, par vocation. Ouais. En gros, moi, j'ai fait du droit pendant plus de 5 ans. Ah, t'as fait du droit? Ouais. Ok, cool. Je suis allé jusqu'au Master 2. Et en fait, bon, globalement, je n'étais pas assez bon pour rentrer dans des beaux cabinets d'avocats d'affaires. Et tu sais, je rêvais un peu d'être Harvey Specter dans la série Suits. Suisse, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah voilà, en fait, moi, globalement, c'était soit les divorces, soit les gardes à vue, quoi. Ok. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas ça qui m'éclate. Donc, je suis allé faire une dernière année en école de commerce. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré une DRH qui m'a dit, tiens, pourquoi tu vas pas faire du recrutement? Moi, je me suis dit, bon, ouais, allons-y, quoi, on va tester. Hein. Let's Et go. j'ai fait un stage, en fait, mon premier stage, je l'ai fait à Bordeaux, dans un petit cabinet de chasse de tête. À l'époque, c'était assez drôle parce qu'on avait interdiction d'utiliser LinkedIn, Viadeo et SVTech. C'était au téléphone? Ah, exactement, Ouais, c'est 100% téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars avec un fichier Excel de 0 et à chaque fois, tu reconstitues tous les organigrammes. Et je faisais de la chasse dans le BTP. Donc, tu vois, moi qui ne suis pas du tout manuel, je comprends rien du tout à ça, ben, j'appelais des ingénieurs en béton armé, en charpente métallique, des directeurs de travaux, etc. Donc, un peu la tête sous l'eau au début? Écoute, ouais, mais en fait, je me suis pris vite au jeu. C'est hyper drôle parce qu'en fait, tu es au téléphone, tu fais des scénarios. Le matin, tu t'appelles Monsieur DiCaprio. Le lendemain, tu t'appelles Monsieur Scorsese. Et les gens te croient, tu vois, et tu racontes une histoire et t'embobines les gens et t'es content, quoi. C'est drôle, quoi. C'est très drôle. C'est un peu un travail d'agent secret, ouais, effectivement, au début. Ouais. Pour passer surtout les secrétaires, il fallait passer les secrétaires, c'est ça? Ouais. Moi, je me souviens, ça, en fait, j'avais. Ouais. Non, vas-y. Bah écoute, ouais, en fait, non, c'était simple. En fait, effectivement, tu avais la première barrière qui était effectivement secrétaire. Donc là, en général, je faisais le gentil étudiant en école d'ingé qui voulait envoyer des post-it, des encarts pour l'organisation d'un forum, blablabla. Je récupérais du coup les prénoms et les noms. Et ensuite, je rappelais ce même numéro, mais cette fois-ci, je me faisais passer pour un commercial de l'entreprise Point P, qui est l'entreprise du BTP, des matériaux. Okay. Et là, je disais, voilà, j'ai un meeting avec telle personne, j'ai pas son numéro de téléphone portable, il faut absolument que je lui appelle, blablabla, donnez-moi. Et donc, tu vois, c'est marrant parce que tu changeais d'intonation. C'est-à-dire que le premier call, j'étais le gentil étudiant. Salut, bonjour, je m'appelle Benjamin. Voilà, si vous ne me donnez pas le nom, je vais pas avoir mon année. Ça va mal se passer pour moi.
Et par contre, le commercial.p, il était imbuvable. C'est-à-dire que là, j'étais le Benjamin, le connard, quoi. Vraiment la ouais, petite de service, quoi. Ouais, là, j'ai pas le temps, dépêchez-vous, là, s'il vous plaît, j'ai mon meeting dans 3 minutes. Bref. Ouais, Et c'est clair, fallait alterner. Mais c'est pas mal, du coup, ça t'a appris un petit peu à gérer C'était un en petit quelle peu. année ça pour resituer? Peut-être 2000, juste 2014. 2014. 2014, ok. Ouais. Gérer son émission, gérer son personnage, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez important quand tu fais du recrutement et ça t'a servi pour la suite, j'imagine. Ouais, et tu vois, moi, surtout du passage du droit où, en fait, ma journée, c'était d'être dans une bibliothèque universitaire avec des commentaires d'arrêt et des décisions de justice et des commentaires de profs de droit, Ouais. donc que de l'écrit, à Cassation, 100% d'oral. la cour Voilà. casse, la cour casse et La cour annule, de, c'est ça? voilà, la cour de cassation qui casse et annule, effectivement, l'arrêt Casse de et la cour annule, d'appel. ouais. Donc, effectivement, ouais, ce que ça m'a beaucoup appris, c'est être à l'aise au téléphone. Donc, là, prendre mon téléphone, complètement se désinhiber et y Top. aller, quoi. Bon, on va en parler après parce qu'on va enchaîner, Ouais. enfin plus tard dans le live, hein, bien sûr, hein, mais sur les compétences et tu vas nous dire un petit peu c'est quoi pour toi les bonnes compétences pour un recruteur, Mm. parce que toi, tu vas me dire aussi combien de recruteurs tu as rencontré, etc. C'est intéressant. Ouais. Et de savoir que toi, tu as déjà une formation où bah, tout se passe au téléphone. Ouais. Toute la Ouais, découverte, tout le personnage, tout se passe au téléphone. Donc je pense que pour toi, après, c'est quelque chose qui a peut-être influencé aujourd'hui ton regard sur ta manière de faire le tri entre le bon et le mauvais grain. Ouais, je peux peut-être être biaisé. C'est vrai que parfois, il faudrait que je fasse attention. Pas biaisé, je pense que ça t'a ramené aujourd'hui ton expertise. Je partais plutôt moi Ouais, là-dessus. Ouais, je pensais plutôt à ton expertise. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai été très, très téléphone pendant un bon bout de temps Mm. parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Donc Ouais, après, j'ai un peu changé, mais et donc ouais, donc après voilà, donc après j'ai continué, tu vois. Et du cool. coup, moi, j'ai toujours travaillé en cabinet. Par contre, Ok, j'ai jamais fait d'interne. Après, j'ai fait finalement de l'interne quand je suis freelance. Là, je suis freelance depuis ouais, 3 ans et demi parce que j'ai fait quelques missions de RPO. Donc, quand je DRPO. suis détaché chez un client sur une mission de 3 à 4 mois pour les plus longues, où là, je suis en contact direct avec les opérationnels, et je les aide sur la besoin de recrutement. Mais sinon, ouais, moi, j'ai vraiment un profil type cabinet de chasse de tête. Ouais. Et, Benjamin, moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent aussi la question, et moi personnellement, je ne sais pas à quel moment ça a tilté. Chez toi, tu étais, je crois savoir, chez Ouais. Edgar People, ça c'est le cabinet que j'ai Ouais. en tête quand tu étais en cabinet. Donc j'imagine que là, c'était des bails de je place je sais pas, des financiers, des gens dans l'IT, dans le digital, c'était peut-être un peu le truc. Et à quel moment tu t'es dit, parce que tout de suite après, quand tu t'es lancé, tout de suite, tu es allé vers le recrutement de recruteurs. Tu t'es pas lancé en recruteur SAP freelance, toi. Non, effectivement, ouais. Quand je me suis lancé directement sur le marché des recruteurs. Écoute, il y a eu Et plusieurs points, ouais. ouais, Dis-moi. j'allais dire pourquoi en fait. Ouais. Plusieurs points. En fait, il y a déjà le fait que, tu vois, quand je me suis lancé, donc c'est août 2018. Il y a Nage qui nous Et dit, Nage 1910, qu'on est tous passés par là, effectivement, on est tous passés par les cabinets. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas franchement à nous poser des questions, à Benjamin Jean qui est là exceptionnellement avec nous ce soir pour nous présenter son parcours. Mais poser des questions, il est là pour y répondre. Et tu vois, bah déjà, en fait, donc moi, je me lance en septembre 2018 pour être très précis. C'est quoi J'ai l'idée, en l'impulsion? fait, ouais, j'ai Ouais. l'idée, en fait, dès janvier 2018. Donc, j'avais annoncé à mes collègues à l'époque, écoutez, moi, c'est ma dernière année ici, je ne passerai pas un an de plus. Donc, je m'éclate avec vous, c'est des copains, des copains et des copines. C'est les potos, c'est la Mais, famille. mais effectivement, je ne me vois pas rester dans le cabinet parce que, en fait, j'apprends plus rien. Pourquoi donner 80% de mes factures alors que je peux en prendre 100? Ouais. J'avais eu l'occasion de passer manager, franchement, ça m'avait pas trop drivé. Mm. Donc, bref. Mais en fait, non, pourquoi après? Donc, ouais, donc le passer freelance, c'était déjà quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps parce que j'ai toujours voulu être mon propre patron. C'était un peu avant-gardiste en 2018. Il y avait un peu de RPO, ici et là, C'est d'un vrai, mec recruteur sans intermédiaire. je suis assez d'accord, on n'avait pas beaucoup de recruteurs freelance. Après, franchement, ça a suivi très, très rapidement. Très Je veux rapidement. dire, ouais. La question parce que en fait, il y en a pas mal dans les commentaires qui disent voilà, c'est pour l'argent, c'est pour l'oseille, parce que là, tu disais prendre 100% de la facture. Mais si je me Pas que remets ça. en 2018 ou 2017, c'était pas évident de se dire qu'on allait faire de l'argent en recrutant des recruteurs. Moi, comment est-ce que
Pourquoi est-ce que tu n'as pas démarré là où tu avais peut-être un portefeuille de clients un peu plus actifs, des candidats plus actifs? Ouais. Écoute, ouais, donc en fait, bon, j'ai été un peu long, mais du coup, en fait, pourquoi je me suis lancé dans le recrutement de recruteurs en freelance? En fait, c'est très simple. C'est que déjà, en fait, en 2017, j'avais des clients pour qui habituellement je recrutais dans le digital, qui m'ont dit, écoute, Benjamin, c'est cool, tu nous as recruté 3, 5, 10 personnes. Très bien. Maintenant, tu vas nous trouver un recruteur. Et moi, je m'étais dit à l'époque, ah voilà, c'est jackpot, là, je vais me faire des honoraires, ça va être très facile, on va bien rigoler, c'est top. Et en fait, ça a été les missions quasiment les plus difficiles. Donc déjà en 2017, je me suis pris pas mal de murs. Et en fait, tu vois, dans mon expérience en cabinet, j'ai dû faire, je crois, 4 postes de recruteur. J'en ai closé que la moitié. En souffrance, quoi. Tu vas nous Ah, Donc expliquer là, bien sûr pourquoi. Ouais. ouais, Évidemment. J'ai On envie me de- pose déjà des questions et il y a Naj qui me demande comment déceler le bullshit dans les entretiens pour recruter un recruteur. Bien sûr, on va faire une partie bullshit où tu vas nous raconter un petit peu les plus belles pépites que tu as pu entendre. Et je ouais, pourrais donc, peut-être vous partager les plus belles que j'ai mises. Et tu t'es mangé des portes avec quoi ou pas derrière? Que T'es des pris portes, moi. combien de portes? Que des portes. Gros problème sur le closing. Sur les closing. La paire, on l'appelle dans le milieu. Dans le milieu, on m'appelait la teuport. La teuport. Du coup, ouais, on t'a coupé, mais on non, va non, y revenir, je sais pas si. C'est Ouais, vrai que on c'est y une bonne reviendra question. après, je pense, sur ces questions-là, parce qu'on va faire une grosse partie, mais je t'en prie, ouais, ouais. finis ta presse. Là, on est vraiment Mais dans les donc, temps. mais donc ouais, en fait, l'idée, c'était ça, c'est que du coup, je me suis dit, OK, donc là, je commence à avoir un marché parce qu'il y a des clients qui me demandent de recruter des recruteurs. Deuxième point, c'est que je vois que c'est difficile. Donc, si c'est difficile, c'est que du coup, il y a des gens qui vont payer pour. Euh, et je voyais qu'il n'y avait personne. Parce que quand je m'en suis lancé en 2018, j'étais sur le coup vraiment le premier. Et ensuite, c'est des bonnes rencontres aussi. J'ai un très bon copain qui s'appelle Ludwig, que peut-être des personnes connaissent ici, qui vit à Londres. Et en fait, quand on se voyait, il me racontait à Londres les rec to rec. Donc à Londres, les rec to rec, c'est un peu différent de ce que je fais. C'est que vraiment, tu as des cabinets de recrutement qui payent des cabinets de recrutement pour trouver leurs consultants en recrutement. Ouais. Dans les Donc c'est SS2I, vrai. il y avait un genre similaire, on appelait ça le rang 2. C'était une SS2I, elle avait le besoin et elle faisait appel à une autre SS2I pour avoir un candidat. Et des fois, tu avais une chaîne de 3-4 SS2I qui prenaient Marge. leur marge à chaque fois. Du coup, le mec, il était là, il se vendait super pas cher et à l'arrivée, le prix de vente était monstrueux, quoi. Ah ouais, tu m'apprends un truc là, c'est ouf. Ouais. Ok. Et donc, tu vois, du coup, je me suis dit, bah, en fait, OK, s'il y a des cabinets de recrutement qui sont prêts à payer des cabinets de recrutement pour faire leur consultant en recrutement, il y aura forcément des clients finaux qui seront prêts à payer ça. Donc en Tu fait, fais ça c'est un peu par passion. ouais. Et après, tu vois, il y avait aussi une frustration que j'avais quand j'étais en cab avant, c'est qu'en fait, quand je devais recruter un chief data officer pour un grand groupe, bon, bah, c'était très sympa, mais honnêtement, pour évaluer les hard skills, d'un chief data officer, bah, je suis pas, tu vois, j'ai jamais fait de voilà, je suis pas un data scientist, quoi. Mmh. Donc, j'avais aussi ce côté en lançant en freelance sur le recrutement de recruteur de me dire: «OK, c'est cool, je vais pouvoir rentrer beaucoup plus, profondément dans Ok, ouais. l'évaluation, Ok. de mes candidats». Tu vas plus te Et contenter après, du vernis technique. Là, vraiment, tu sais ce que c'est parce que tu as fait le métier. Donc, forcément, là où tu peux être le plus compétent, au final, Tu c'est plus. l'as Ouais. fait d'ailleurs, une petite question, peut-être que les gens se la posent, moi je me la pose. Est-ce que tu as été un bon recruteur? Est-ce que tu as été chaud? Est-ce que tu as été un top biller? Disons. dans mon cab, ouais. Après, j'ai échangé avec d'autres recruteurs de cabinet qui facturent beaucoup plus que moi. Donc, est-ce que je pourrais me considérer vraiment comme un top biller? Je pense pas. Je suis quelqu'un qui marche bien, quoi, mais je suis Et pas en un top termes de biller. volume, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de volume. Ouais, je faisais en moyenne, tu vois, 22-25 recrutements, à l'année. À Donc en l'année. moyenne, Ouais, c'est beau. C'est beau. ouais, je faisais 2 recrutements par mois, quoi. Mm. C'était la métrique à suivre. Et après, bon, oui, j'ai pas précisé, mais je me suis pas lancé que pour l'argent. C'était effectivement un des drivers. Bien sûr. C'est un sujet qui, moi, revient souvent, mais pas que pour ça. Moi, ce qui me drivait beaucoup, c'était la liberté. Et avant le Covid, bon, il y en a qui le savent, mais je me suis quand même fait pas mal plaisir. J'ai voyagé, j'ai bossé depuis le Costa Rica, depuis New York, bon, bref. Et ça, c'est quelque chose que je voulais m'autoriser en tant que freelance. Et je me suis Bien sûr. autorisé, c'était super cool. Et je crois que d'ailleurs, Michael, nous, la première fois qu'on a échangé au téléphone, Yes. Pendant le je confinement. crois, ouais, on a échangé pendant le confinement et je crois qu'après on a rééchangé et cette fois-ci j'étais aux Canaries. Ouais, J'étais c'est à ça. Grande Canaria. C'est ça. On a pas mal parlé, ouais.
Tu m'avais Ouais, posé des c'est- questions. Tu m'avais c'est pas là. pris. Tu m'avais dit que j'étais un peu éclaté. Au Mais sol, éclaté mais au sol, il moi a dit. j'étais fan. Moi, il me disait, ouais, non, je peux pas te présenter à mon client. Mais moi, je disais, oui, mais tu as fait Recruiter Kitchen. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que j'adore cette plateforme. Et j'étais super content d'avoir été échangé avec toi. Tu étais hyper bienveillant. Et tu m'as un peu recadré. Et moi, je suis content. Après, j'ai mieux pris mes entretiens. Recalé, pas recadré. Non, parce Recalé. qu'en fait, avant, on avait déjà pas mal d'opportunités. Et c'est vrai que j'étais pas une flèche. J'étais un peu suffisant sur mes entretiens. Et c'est vrai qu'après, on avait débrief. Tu avais pris le temps de m'appeler. On avait débrief. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que tu dois quand même bien te préparer pour trouver des postes et des missions. Et ça m'avait aidé, moi, pour la suite. Mais J'étais content d'avoir ce feedback. je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs et on pourra en parler tout à l'heure sur comment toi tu évalues un bon recruteur en entretien, c'est quoi un peu, on pourra d'ailleurs un peu dire les réponses un peu bullshit que tu en as marre d'entendre et tu vas aller un peu plus loin. Euh, avant d'y aller, alors je ne sais pas si tu nous dis, hein, Michael, s'il y a des questions sur les sujets, mais moi il y avait un thème que je voulais aborder et en attendant, n'hésitez pas s'il y a des questions. C'était. J'ai une question importante. Ouais, On me vas-y. demande, Benjamin, est-ce que tu viendrais de Limoges? Oui, je viens de Limoges. Ouais. Effectivement. Donc, il y en Ah, a C'est qui, c'est très qui bien. qui pose ça comme question? Je suis super curieux. C'est quand tu nous diras ton salaire, on pourra te le dire, mais j'ai des compatriotes de Limoges. Moi, quand j'ai dit, écoutez, moi, je vais recevoir Benjamin Jean dans notre émission, et on m'a dit, c'est un compatriote de Limoges, je suis très fier. Tu as des soutiens jusque dans ta ville de départ, Ouais, Benjamin. rue de la Boucherie, hein. Rue de la Boucherie. Exactement. Combien de recrutements par année nous demande Barbara Villegas? 22, c'est ça à peu près? Ouais, Deux par mois? j'ai globalement suivi cette trend-là, même en tant que freelance. C'est Tu vois, ça. j'ai fait les comptes, j'ai fait un petit peu moins parce que je prends un peu plus de vacances, Ouais. mais je suis à 56 recrutements. J'ai repris mes chiffres depuis 3 ans. très bien. J'ai loupé, tu as 56 là, cette année-là? Non, c'est Non, depuis non, non, 3 ans. non. Depuis que j'ai démarré mon activité de Ok, freelance, d'accord. je suis Ok. à Très clair. 56 recrutements Très de clair, très clair, très clair. recruteurs. Ok. Donc, top, moi, au niveau des questions, je pense que le chat a eu ses réponses. Du coup, ouais. Là, depuis que tu fais ça depuis 3 ans, moi, ce qui m'intéressait, c'était toi, ton point de vue, l'évolution du métier de recruteur, parce que j'imagine que Ouais. quand on a démarré en 2018, c'est 2018 du coup que tu commençais les premiers Ouais, recrutements en septembre freelance. 2018. Ouais. Et là, du Excellente coup, question. voilà, 3 4 ans après, plus tard, j'imagine que le rapport, en fait, ça, je sais bien, est-ce que tu faisais de la prospection versus maintenant, j'imagine que tu n'en fais plus du tout. La perception de ce qu'est un recruteur, la plus-value que ça peut apporter, c'est quoi un peu pour toi l'overview que tu as vu sur les tendances et les changements qu'il y a eu Excellente question, Hassan. sur le métier? Merci beaucoup de le souligner. Mm. Travaillé très dur pour ça. On a travaillé. Dans cette émission, on se fout pas de votre gueule. Dans cette émission, on travaille. Ah, On travaille nos on sujets. On n'a pas pris de vacances d'ailleurs. Jamais. Jamais. Pas de vacances pour les vrais gars. Faut pas. On se gâche la vie en prenant des vacances. Ouais, exactement. Écoute, ouais, bonne question. Sincèrement, alors moi, quand je me suis lancé, comme je me suis lancé sur une niche, en fait, très rapidement, le bouche-oreille a fonctionné. Donc, j'ai eu cette chance quand même en 3 ans de quasiment jamais faire de prospection. C'est joli, ça. Donc C'est ça, beau. ouais, c'est quand même plutôt cool. Mais parce que tu vois, je suis sur une niche. Et il Ouais. faut avoir l'envie d'être sur une niche. C'est-à-dire que À ce moment-là, moi, c'était une niche. À ce moment-là. ouais, c'était une niche, mais en fait, je dis par là une niche, mais en fait, comme il y a des gens qui, par exemple, font que du développeur iOS toute la journée. Oui, bien Moi, sûr. je fais que Oui, du bien recruteur sûr. toute la journée. Ouais. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de se vendre après en tant qu'expert quand tu es en rendez-vous client. Ouais. Donc, ouais, moi, j'ai pas eu à faire de prospection. Après, comment le marché a évolué déjà en 3 ans? Écoute, moi, quand je suis rentré dans le marché déjà en 2018, en septembre, déjà, je trouve que le marché était déjà compliqué, en fait. Ça commençait déjà, en fait. Mais je pense qu'à l'époque, on n'avait pas encore vraiment conscience. Là, maintenant, tout le monde le sait que c'est compliqué de trouver un recruteur. Mm. Ce qui a pu évoluer en 3 ans, c'est plusieurs choses. Bon, c'est les salaires. Ça, c'est forcément le premier point. C'est-à-dire que, tu vois, entre les propositions qu'on fait aujourd'hui à des candidats maintenant et il y a 3 ans, je dirais que chaque année, on a fait au moins plus 10%, quoi. Presque. Donc, tu vois, il y a un candidat qui avait 6 mois de stage il y a 3 ans. On lui faisait peut-être une propale à 34. Aujourd'hui, ça m'arrive de voir des propales à 42, quoi, tu vois. 42 en fixe. J'ai Donc, commencé à effectivement. 27, moi. En SS2I, j'ai Ouais, commencé à 27. Ouais. Et j'avais de comme moi. l'alternance.
Ouais, Mais en c'est fait, ça. au début, on ne s'est pas vraiment rendu compte que la valeur ajoutée sur le marché, elle venait du recruteur. On pensait plutôt qu'elle venait peut-être du commercial. Bon, là, là, je m'avance, hein, mais tu me diras ce que tu en penses. Hein. En Et, ESN, ouais. et en ESN surtout. Et donc, du coup, nous, on n'était pas trop valorisés au niveau du salaire. Et c'est après, quand les startups ont commencé à s'intéresser à nous, via la RPO. Et puis d'ailleurs, j'ai une question dans ce sens-là, hein, ou via les freelances. Et c'est là qu'on a commencé à prendre de la valeur parce qu'on s'est rendu compte que peut-être c'est plus le recruteur que le commercial qui apporte une valeur ajoutée et qui peut être incorporé dans les entreprises, notamment dans les startups. Ouais. Donc, effectivement, le premier point, c'est le salaire, c'est le plus simple à voir. Il y a le deuxième point. Alors ça, j'aime bien appeler ça un peu le mimétisme qu'on aime avoir parfois en startup et en scale-up. C'est-à-dire que quand on a un copain qui recrute un recruteur, on se dit forcément, il faut faire la même chose. Il m'en faut un. Voilà. Moi, quand j'étais dans le digital, il y a l'époque où on cherchait des gros hackers, j'avais tous mes clients qui m'appelaient, je veux un gros hacker. Donc parfois, il faut aussi bien qualifier le besoin et dire, OK, en fait, pourquoi tu cherches un recruteur? Pourquoi tu as besoin aujourd'hui de chercher un recruteur? C'est quoi les raisons? Explique-moi un petit peu comment tu imagines le rôle, blablabla. Bien sûr. Donc, il y a un peu ce mimétisme. Après, il y a une réalité marché, c'est qu'en fait, et moi je pense qu'elle est beaucoup due au fait qu'en 3 ans, les boîtes françaises ont de plus en plus, en tout cas les startups et les scale-up françaises, ont de plus en plus de facilité à lever des fonds. C'est ça. Aujourd'hui, l'argent, Juste, franchement, il coule à juste gogo, cette quoi. semaine. Hein. Cette semaine, il y a eu. Non, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. La Oui, semaine ça y dernière, est. il y en a eu une Voilà. aujourd'hui. La 25e. La 25e Et, licorne. et je pense qu'il y en aura. La 26e est pour mercredi, je pense. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc, Petit on spoil. sera... Le mec, il a des Petit infos, le spoil. mec. J'ai des infos. On vous Ok. pensera moi mercredi. Est-ce qu'on prendrait pas des questions? Là, je vois pas mal de questions qui s'accumulent avec Richard sûr, qui a bien sûr, démarré. bien sûr. Richard, je crois que c'est Richard, Rich Pun, Yes. qui dit Benjamin, il y a de plus en plus de RPO en freelance. Comment tu vois le marché des recruteurs à l'avenir, salariés ou freelance? C'est une bonne question. Je pense que dans tous les cas, les recruteurs, comme finalement tout salarié, il y en a qui ont des envies de freelance, il y en a qui ont des envies de CDI. Et donc ça va pas forcément beaucoup bouger. J'en parlais que demain, je ne vois pas un marché où il y aurait que des RPO freelance et où les startups et les scale-up décideraient en fait d'externaliser leur fonction recrutement. Le sujet du RPO, c'est qu'à l'origine, c'est fait pour du renfort d'activité. Je suis une startup, j'ai déjà par exemple un premier recruteur, j'ai levé X, le plan de recrutement est de 50 personnes, j'ai juste un recruteur. Bon, je trouve un RPO et le RPO va travailler avec le recruteur CDI pour faire ce plan de recrutement. Donc le RPO est fait pour ça à l'origine, c'est du renfort d'activité. Il n'est pas fait pour être sur du long terme. Et du coup, le problème du RPO, c'est qu'en général, il faut que à chaque nouvelle mission, le RPO se réadapte à ce nouvel environnement, qu'il reprenne le temps de connaître ses hiring managers. Et en général, c'est pas en une semaine qu'on apprend à les connaître, qu'il apprend à connaître les outils, les process. Donc, le RPO va continuer. Et en fait, il va même continuer à augmenter parce qu'aujourd'hui, comme le marché pour trouver des recruteurs en CDI est assez compliqué, faut trouver une solution. Parce que forcément, les fonds d'investissement, ils sont très contents de prêter de l'argent. Par contre, s'ils ne voient pas que le plan de recrutement avance, ils vont être beaucoup moins contents. C'est ça. Hein. Donc, la solution pour pallier à ça, c'est effectivement de trouver un RPO. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, moi, de clients que j'accompagne à qui je dis, écoutez, la réalité, c'est qu'en fait, votre recruteur, vous l'aurez potentiellement pas avant 3 mois. Et C'est encore, déjà un avec ce discours que préavis. tu as. Ouais. Ouais, moi, en fait, ce que je leur dis, c'est que déjà, il y a un préavis de 3 mois. Parce qu'en fait, les candidats que je vais approcher sont souvent en poste. Préavis de 3 mois qui se négocie de plus en plus difficilement. Parce que comme les entreprises savent qu'elles ont du mal à trouver le prochain, elles le lockent pendant 3 mois. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai au moins un mois, tu vois, un mois et demi de recherche. Donc, en fait, des fois, je dis aux gens, écoutez, là, on est janvier, votre candidat, vous l'aurez peut-être en juin. Qu'est-ce que vous faites entre janvier et juin? Ouais. Et donc, le RPO, effectivement, Et est là, tu une vends un solution. RPO. Ok, d'accord. Alors, c'est bien de me souffler une bonne idée. Non, À votre service. Voilà, je fais pas le full package. C'est-à-dire que je me contente de faire du CDI. Le RPO, c'est un tout autre business. Ok, d'accord.
très clair. Après, j'ai des copains en RPO, donc de temps en temps, je leur dis, bah, tiens, Mais c'est écoutez, là où, j'ai une c'est mission là où des boîtes comme Solantis, parce que leur ascension était quand même assez fulgurante, mais il y en a ou deux de qui ouf. se sont spécialisés sur Ouais. le RPO. Et plus que ça, ils ont pris des gens qui présentent bien, qui ont un certain soft skill, et on rebondira après sur les soft skills, parce que tu vas nous aiguiller là-dessus, et qui les ont transformés en recruteurs, et qui les ont fait rentrer directement en startup pour dépanner, faire du recrutement, avancer, faire du sourcing, Ouais. etc. Et il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Donc eux, ils se sont dit, OK, des recruteurs, c'est compliqué à trouver. Donc nous, on va aller prendre des profils qu'on estime capables de faire du recrutement, on va les On former les forme. et on va les envoyer directement en entreprise. Tu l'as vu venir ça Ouais. un petit peu ce... Ouais, ça c'est clair. Et moi, maintenant, pour ces cabinets, la next step que je vois, c'est comment tes RPO, tu le retiens. Parce que le problème, c'est Ouais. que ces Comment tu RPO le se font transformes, ouais. ouais, et ces RPO se font effectivement excessivement chasser par du coup les startups et les scale-up pour les internaliser. Mm. Et ce que je vois pas encore, à ma connaissance, c'est des cabinets de recrutement qui sont capables de proposer un vrai carrière pass pour ces recruteurs en RPO. Ouais. Et en fait, le problème de ces recruteurs RPO, c'est que souvent, ils font beaucoup de missions de delivery. Mm. Et il y a un moment, quand tu fais ça 2, 3, 4, 50 que du delivery, tu en as ras la casquette. Et du coup, tu ne proposes pas à ces recruteurs une évolution. C'est ça, en Ouais. plus, le process n'est pas créé, et généralement, c'est un punching ball. Hein. Le recruteur, quand il vient en RPO comme ça, qui n'a pas un process de créer, c'est oui, non, je sais pas, il faut qu'il rencontre un tel, il faut qu'il rencontre un tel, il faut qu'il rencontre un tel. C'est des procès à rallonge, à rallonge, à rallonge, et à la fin, on ne le sent pas. S'il n'y a pas de grille de lecture, s'il n'y a pas de vraiment de. Bah, ce serait bien que tu me donnes un conseil. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de ta méthodologie, peut-être, des conseils que tu peux donner à ces entreprises, ces startups qui n'ont peut-être pas encore levé, qui ont déjà levé, et qui veulent s'intéresser à peut-être prendre un RPO ou un recruteur, comment est-ce que tu leur conseillerais déjà en amont de travailler sur un process pour qu'ensuite le recruteur vienne de manière à l'aise et puisse exercer correctement son métier? Ouais. On pourra en parler avec plaisir. C'est un peu Carrément. Mickey, j'enchaîne sur une autre question Ouais. là, qui Bien sûr, attend. bien sûr. Et juste par ailleurs, j'ouvre et je referme la parenthèse là-dessus, c'est que je pense aussi que les RPO ont du mal peut-être parfois à les retenir sur la durée, parce qu'en fait, une fois qu'un recruteur qui est lancé dans une startup, une aventure humaine, hein, comme on les connaît tous si bien, et qui apprend aussi beaucoup de choses, finalement, c'est dur pour RPO de faire grandir des choses, parce qu'en fait, c'est plus dans la mission ou chez le client que le recruteur, il apprend des trucs avec ses managers, avec ses recruteurs, parce qu'avec ses outils aussi parfois où il y a plus de moyens. Et en fait, finalement, le recruteur, il peut se dire, j'ai plus intérêt à rester chez ce client-là et passer du côté interne pour continuer à grandir. Et c'est un bon, il faudrait avoir effectivement de plus en plus de suivi, de formation un peu en interne dans ces RPO pour les garder, j'imagine. Alors, question. Je referme ma petite Moi, je suis parenthèse. d'accord avec Personne toi, ne peut dire Rassam. s'il est d'accord avec Rassam, moi. je suis J'enchaîne sur complètement d'accord avec Barbara. toi. Non, mais t'inquiète. Non, même pas. Barbara nous demande, je travaille en ESN, Bonjour Barbara. SS2I pour les Anciens, et j'atteins un plafond de verre en termes d'évolution et de salaire. En effet, le métier de recruteur est généralement moins bien payé que le métier de commercial, et la seule solution qu'on propose, c'est intégrer la team commerce. Donc, C'est c'est une pas vraiment excellente une question, question. mais C'est une est-ce excellente que question. un petit conseil peut-être? Écoute, Barbara, alors déjà, effectivement, moi, je chasse beaucoup de candidats de SN, cabinet de conseil, pour les faire venir en startup et en scale-up. Et ce que je constate, c'est qu'il y en a très peu des cabinets de conseil ESN qui se sont alignés avec les salaires du marché. Donc, j'ai encore, en appelant parfois des personnes qui sont en cabinet de conseil ESN, qui me disent, écoute, je suis à 35, quoi. 35, 3 ans d'expérience. Et je me dis, ah ouais, ok, C'est fou, d'accord, c'est ça va fou, pas. c'est fou. Donc, ces entreprises-là, elles vont avoir beaucoup de mal à retenir leur talent sur le long terme, mais ça, c'est un autre problème, c'est leur problème. Donc, moi, ce que je te conseillerais, si effectivement tu as l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, bon, déjà, c'est de te poser la question sur quoi tu penses avoir atteint un plafond de verre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es hyper bonne sur la partie sourcing et que du coup, ce n'est pas un truc sur lequel tu as envie d'apprendre? Est-ce que tu te dis que c'est la partie entretien? Voilà. Donc, reprendre un peu tout ton funnel de recrutement et te dire sur quelle étape tu te sens bien, moins bien, et sur quoi tu as envie de continuer à monter en compétences. Et du coup, de sélectionner, et ça on en parlera tout à l'heure, mais l'entreprise qui va avec. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à recommander aux recruteurs, pour certains, en fonction de ce qu'ils cherchent, aller plutôt en startup, d'autres plutôt aller en scale-up. Donc des structures qui sont assez différentes, on y verra tout à l'heure. Ouais, on va vraiment développer cet aspect-là, mais ouais, c'est vrai que c'est un conseil pas important que tu es en train de donner. Ouais. Moi, Ouais. plafond de verre, peut-être qu'à penser au niveau, tu sais, manager, en fait, tu es recruteur, tu peux manager une équipe de 2-3 recruteurs, mais au final, dans une SS2I,
qu'est-ce qu'on peut avoir comme possibilité au-dessus? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors que Aller travailler dans des meilleurs ESN, parce Ouais, qu'en vrai, il y en a ouais. quand même pas mal. Je peux donner quelques noms comme ça, mais je ne sais pas si c'est l'idée, mais voilà, il y a quelques ESN Tu où je suis penses, sûr. tu penses quoi? Octo, Ypon, Zenica, tous ces Voilà, boîtes-là? voilà, c'est bon, voilà, j'ai pas eu besoin de les citer. Donc c'est Mmh. effectivement Ouais. celle-ci. Ou celle-ci où il y a des bonnes pratiques de recrutement, où le recrutement est vraiment au même niveau que la fonction commerciale, où parfois même les recruteurs sont aussi bien payés que les commerciaux. Donc ouais. Ouais, moi je suis agréablement surpris quand j'entends, j'ai quelques potes dans ces boîtes-là, et notamment Alexis Cohen chez Yvon, qui j'imagine que lui, quand il entend ça aussi, il doit se dire, bah écoute, moi j'ai une équipe de maintenant 5, 10, 15 personnes, il y a aussi des vrais bails de carrière à faire quand on a une grosse équipe avec des moyens, etc. Mais j'enchaîne sur, parce que le temps passe, le temps presse, Ouais. Ouais, c'est le ça. temps file. J'ai une petite Et intervention de Julien, peut-être du chat, qui nous dit qu'en vas-y, vas-y. RPO, une des pistes d'évolution est d'être pilote de projet. Ça, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire management d'un projet RPO. Bien sûr, Chez oui. en gros un client avec 3-4 recruteurs sur SER. Sinon, c'est Ouais, en clairement la fait, montée en compétence et d'identité. tu deviens un peu manager de recruteur RPO. Du coup, tu es plus dans la relation commerciale, j'imagine, avec le client. Ouais. En vrai, en RPO, en fait, il y a des modèles qui marchent très bien, mais c'est pas en France pour l'instant. C'est plutôt au UK ou plutôt à Berlin. C'est qu'en fait, les recruteurs, ils arrivent dans les boîtes de RPO, ils sont juniors. Qu'est-ce qu'ils font? Première année, que du sourcing. Deuxième année, ils sont full stack. Et troisième année, on commence à leur proposer des missions qui peuvent en fait leur ouvrir sur plein d'autres choses. Par exemple, tu vas en startup sur une boîte où tu arrives en tant que premier recruteur RPO, tu construis tout. Donc là, tu as de la mise en place de process, de la mise en place d'outils, de la mise en place de marque employeur, etc. Et tu fais un peu de recrutement, mais tu fais plus que du delivery. Tu peux aller en scale-up, etc., etc. Donc, dans certains cas de RPO, donc plutôt hors France, il y a des vrais career paths qui sont construits et où, en fait, je vois des recruteurs qui restent 5, 6, 7 ans, quoi, et qui sont indélogeables. Mais en fait, il y a vraiment, on parlait des RPO plutôt anglais, tu vois, Seed, Elements, etc. Marisa, que tu connais très bien, Michael, chez Content Square, elle, Oui, c'est un très bon exemple. c'est la feuchette de ma feuchette. C'est la responsable de ma responsable recrutement. En fait, avant d'arriver chez Content, elle était chez Seed. Elle était C'est vrai. directrice, j'imagine, de programme projet. Elle gérait des gros clients, machin, etc. Et le jour où en France, on arrive à se dire que il y a des profils type Marisa enfin même des directeurs de recrutement ou des managers de recrutement qui sont en scale-up aujourd'hui, boum, ils peuvent aller dans des boîtes comme ça en mode je gère le portefeuille de clients startup par exemple. Ça peut être stylé comme job, ça peut être sympa. Moi, je suis un peu plus tranché que vous deux, et c'est pour ça que je me permets de vous dire, mais moi, je pense vraiment que Après, j'ai grandi en ESN, et je ne veux pas dire du mal des ESN ou des SS2I, parce que c'est vraiment, j'ai été biberonné à ça, et aujourd'hui, c'est eux qui m'ont fourni mes principales compétences et qui m'ont donné à manger. Mais c'est vrai que le métier de recruteur en ESN, je le trouve, comme on l'a dit dans le chat, vraiment cloisonné, et dans toutes les évolutions que va nous présenter peut-être après Benjamin et Rassam sur le modèle Doctolib, le modèle aussi qu'on est en train d'adopter chez Cotton Square avec un talent recruteur, un talent sourceur et un coordinateur. Tu le verras pas en SS2I avant 5-6 ans. Peut-être. Et c'est en ça que je pense que il y a vraiment une chape de plomb. Et autant que vous pouvez, si vous avez la motivation, passer en startup ou en scale-up, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Il y a des salaires à prendre. Voilà. Donc je suis un peu plus tranché que vous, sans vouloir non plus dévaloriser les ESN, parce que j'ai grandi. Mais il y a peut-être un petit concept oedipien à ce niveau-là. J'enchaîne parce que je vois que Jean-Marie Caillou aussi a rebondi là-dessus et dit en ESN, effectivement, il y a aussi la partie quali et tu vois aussi beaucoup un rôle actif dans la rétention des talents et des employés, pas uniquement dans l'acquisition, parce que une fois que tu les recrutes, j'imagine, effectivement, ils seront chassés tout le temps par des startups ou des clients finaux et il faut les garder. Et là-dessus, il y a un enjeu apparemment de compétences et de logique de valorisation du recruteur et dans le suivi, j'imagine, qui peut être assez cool. Exactement, mais le métier s'est jamais créé. On a encore mis une compétence en plus à faire au recruteur 360 qui devient recruteur 365, mais on s'est jamais dit tiens, peut-être qu'on devrait créer un métier pour cette valorisation-là. Il y en a peut-être, d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent ce type de job dans certaines ESN, n'hésitez pas à le dire. J'avais deux tendances de questions qui nous emmenaient un peu plus loin, mais en fait, on pourra peut-être y aller plus ou moins. Vas-y, on peut commencer, parce qu'on a déjà pas mal entamé dans le live. Naj balançait une idée
intéressante sur les salaires. En gros, elle demandait est-ce que les salaires des recruteurs tech suivent la même vague d'inflation que les salaires des professionnels de la tech. Je trouve que ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et sur la partie un petit peu plus loin, sur comment est-ce qu'on évalue, etc., on avait également quelques questions sur comment on fait la différence entre le bon et le mauvais recruteur. On peut commencer sur l'expertise de Benjamin, ouais. Donc, allons-y sur les tendances à ce niveau-là. Est-ce que tu veux, Benjamin, avant de parler des salaires, on parle de qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon, un mauvais, ou en tout cas, comment toi, dans tes calls de screen, qu'est-ce qui te fait pencher dans un sens ou un autre? Qu'est-ce qui t'a fait dire que Michael était éclaté au sol, pardon, il y a quelques temps? Ok. C'est top, l'ambiance est géniale. Je ne m'attendais pas à rire autant ce soir, donc c'est très bien. Écoute, alors déjà, je vais poser un truc très basique, hein, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas un bon recruteur pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, une scale-up comme Blablacar, comme Doctolib, ne va pas chercher le même recruteur qu'une startup beaucoup plus early qui va chercher son premier recruteur et qui n'a pas forcément, par exemple, la même marque employeur. Donc, déjà, moi, c'est un truc que je fais attention quand je parle avec un client, c'est évaluer en fait le skill set dont il aura besoin. C'est-à-dire que je vais être peut-être beaucoup plus attentif, par exemple, aux compétences de sourcing, d'approche directe, les compétences presque un peu commerciales d'un recruteur sur un recruteur, premier recruteur en startup, que par exemple dans une scale-up où là je me dis, OK, il y a des chances, et ça c'est une question que en général je pose à mes clients, est-ce que vous pouvez me détailler un peu vos sources de candidature sur par exemple les 100 recrutements que vous avez fait l'année dernière, c'est quoi les recrutements que vous avez fait par approche directe, par candidature, par cooptation, etc. Donc, tu vois, déjà, je peux évaluer un peu plus si on a besoin de quelqu'un bon ou pas sur la partie sourcing. Donc, effectivement, voilà, il n'y a pas un bon recruteur pour tout le monde. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais être assez… tu vois, je vais en fait me faire un focus sur, en général, sa dernière expérience. Et là, je vais creuser. Donc, c'est des questions toutes simples de c'est quoi tes clients internes, c'est quel type de profil tu recrutes, quel outil tu utilises, c'est quoi tes sources de recrutement, est-ce que tu es data-driven ou pas, et si oui, sur quel type de data tu te bases pour prendre des décisions objectives, est-ce que tu as recours à des entretiens structurés, si oui, qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu le fais, etc. Et tu vois, je vais vraiment creuser. Tu vois, une des premières questions qui commence souvent mon entretien, c'est plutôt une question assez générale, mais c'est, tu vois, parle-moi d'un recrutement dont tu es particulièrement fier. Et de cette question-là, moi, tu vois, ce que je veux, c'est qu'on ait un exemple et qu'après, sur cet exemple-là, on déroule tout le process. OK, donc, à qui tu as pris le brief? Combien de temps a duré le brief? Quelles questions tu as posées? Comment tu as structuré ton brief? OK. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mis une annonce en ligne? Si oui, comment tu l'as rédigée? Est-ce que tu as directement fait de l'approche directe? Si oui, comment tu as construit ta stratégie de sourcing? Etc. Et tu vois, je vais dérouler tout le process jusqu'à finalement l'offre. Et du coup, ça me donne un peu, tu vois, une idée de c'est quoi en fait son quotidien, sur quoi potentiellement il est meilleur, sur quoi potentiellement il a besoin de continuer à monter en compétences. Donc là, c'est un petit peu mon process. Et après, des choses forcément sur lesquelles moi je fais hyper attention. Je dirais pas qu'il faut forcément être passionné, bisounours de ce métier-là, mais je pense sincèrement que c'est un métier qui est pas facile tous les jours. C'est quand même toujours un peu la montagne russe. On passe notre temps avec des humains. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui me dirait, écoute, je fais ça, mais tu vois, d'ici 2-3 ans, je me verrais bien évoluer sur un poste de head of people ou je me verrais plus passer côté HR. Je dirais pas que je mets une alerte, mais j'essaie de creuser pourquoi. Ok, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse demain quand tu as envie de passer à HR? Pourquoi tu songes à passer HR, etc. Donc, je pense que ouais, la passion pour le métier, c'est quand même un truc important. Et ça, tu vois, ça peut s'évaluer de manière, on va dire, un peu plus objective, quantitative. Je pose souvent une question par rapport à la veille. Est-ce que la personne fait de la veille sur son métier? C'est quoi la dernière chose qu'elle a apprise, par exemple, sur le métier de recruteur? C'est quoi la compétence sur laquelle elle a envie de travailler en 2022? Parce que, et parfois, j'ai des recruteurs qui me disent « Ah non, mais moi, le métier, je le fais depuis 5 ans, je le maîtrise à 100%. » J'ai plusieurs questions directement à te poser. Ouais, vas-y. Peut-être. Ouais, non,
suis parti un peu en. Ah non, c'était hyper intéressant. Pour faire participer le chat. Évidemment, à fond. Est-ce que tu structures ton entretien de qualification? Est-ce que tu fais un entretien structuré quand tu demandes aux gens de décrire est-ce qu'ils font des entretiens structurés? Est-ce que moi, je fais des entretiens structurés? Par exemple? Ouais. Écoute, moi, je fais un entretien, ce qu'on pourrait appeler de semi-structuré. Donc, je me laisse quelques libertés dans l'entretien. Ouais. Mais effectivement, moi, j'ai un client qui me dit, par exemple, je suis une startup, je cherche mon premier TAM, Talent Acquisition Manager. Aujourd'hui, quand je recrute, on est déjà 10 dans ma boîte. Les 10 recrutements qu'on a fait, on les a fait 100% des ressources payantes. Okay. Donc 100% des cabinets, etc. Donc là, du coup, tu vois, je me dis, OK, donc ta marque employeur, elle est proche de 0, quoi. Donc là, moi, je vais être assez vigilant que le recruteur ait envie de faire de l'approche directe et qu'il ait les skills. Et donc là, je vais effectivement orienter mon entretien structuré en posant des questions situationnelles par rapport à effectivement ça. Très clair, très très clair. Est-ce que tu fais des cases to die? Des business cases, j'imagine. Des cases to die. J'imagine. Écoute, moi, je ne les fais pas passer directement. Par contre, j'aide mes clients à les construire. Ah, ok, d'accord. Et c'est quoi, sur quel plan, en quelques mots? Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir, alors quand c'est des scale-up, je laisse les recruteurs de la scale-up faire. Rassam, quand tu bouges, tu fais du bruit, me dit-on dans l'oreillette. Ah merde, t'es là, Rassam, t'es à l'aise, il y a quand même du monde sur le live. Je sais que tu es à la maison, mais il faut quand même un peu se tenir. Je bouge plus, ça y est. Merci. Donc ouais, pour les case studies, quand je travaille pour une startup et donc du coup je suis en direct avec le fondeur, si potentiellement le fondeur est pas du tout à l'aise sur faire passer le case study, je le fais passer moi. Okay. Mais sinon, quand je travaille pour des scale-up, c'est eux qui le font passer. Le case study, pareil, ça va vraiment dépendre du besoin qu'on cherche quoi, à pourvoir. C'est-à-dire que si on cherche à pourvoir un profil qui sera très bon potentiellement en approche directe, on va faire que le case study soit orienté sur l'approche directe. Donc par exemple, comment construirais-tu, par exemple, ta stratégie de sourcing sur tel rôle? Et on lien, par exemple, une offre d'emploi réelle de la boîte. Et là, pareil, on cherche vraiment que la personne rentre en détail. Donc, OK, d'abord, je fais un kick-off meeting, je cherche à valider ça. OK, très bien. Ensuite, dans ma stratégie de sourcing, par exemple, je vais d'abord consulter l'ATS. Je vais d'abord aller voir mes clients internes pour faire jouer la cooptation. Bref, tu vois, et voilà. Donc, souvent, des questions que je vois dans les case studies, c'est effectivement ça. Tu as une annonce donnée, prépare-moi une stratégie de sourcing. Très bien. Tu as une annonce donnée, fais-moi un feedback sur l'annonce. Est-ce qu'elle est bien rédigée? Est-ce qu'il y a tous les éléments? Ça serait quoi les choses positives de cette annonce? Qu'est-ce que toi, tu aimerais améliorer? On a eu une annonce, on a reçu 5 CV. Classe-moi les CV. Quel serait le meilleur CV potentiellement pour toi avec les plus et les moins? Et surtout, dis-nous qui a été recruté. Bon, après, ça peut se retrouver facilement en cherchant sur LinkedIn. J'ai souvent, pareil pour les questions qui sont très orientées sur l'approche directe, on a identifié ce candidat pour tel rôle, écris-nous le message d'approche et la relance. C'est très clair, c'est très concis. Et moi, justement, je voulais rebondir sur ça. Ouais. C'est des très bons exemples. Souvent, moi, parce que des fois, j'ai cherché des postes dans ma vie et on me demande, décris toute ta stratégie et je décris ma stratégie en 5 pages et j'ai un peu l'impression que, on me dit c'est très bien, mais le process ne se poursuit pas. Est-ce qu'il y a peut-être des startups plus ou moins malveillantes qui font des entretiens uniquement pour faire de la veille? Est-ce que tu as eu ce ressenti? Tu peux me dire non. Ouais, moi, j'y crois pas, ça, une seconde. Alors, c'est pas ce que ça me vient de dire ça, mais sincèrement, j'y crois pas non plus. Moi, j'y crois, mais vous, non. Non. En tout cas, moi, déjà, les clients avec lesquels je bosse, il y a un certain avec qui je bosse au succès, il y a un certain avec qui je bosse avec un retainer, donc qui me paye au démarrage. Donc, d'accord, il y a je pense qu'eux s'amusent à faire passer après des case studies pour le fun. Hein, mais ouais. Ok. Très, très clair. Je regarde un petit peu le timing. Il nous reste 10 minutes et on n'a pas abordé le sujet des salaires. Donc, juste peut-être pour résumer, j'ai vu pas mal de commentaires sur l'idée des case studies et les questions. En fait, ça m'inspire pas mal parce que, évidemment, j'ai vu que Naj proposait de partager ce qu'il faisait chez SpaceX, il me semble. Évidemment, chez Doctolib, on a moult types de case studies, des entretiens soit en roleplay, soit en discussion live, soit en case study à préparer. Il y a plein de choses qu'on pourrait, je pense, carrément faire un format où on open source un petit peu. Je peux partager aussi, moi. Moi, je suis très chaud pour open sourcer 2 ou 3 posts.
Ça, on va faire un suivi là-dessus. Il reste 10 minutes. J'aimerais qu'on puisse aborder, si ça te va, Michael Sayad, Bien sûr. le sujet de la moula, de la kishta, La moulaga, de l'oseille, le caramel, quelque part. le pognon, le flouze. Donnez-moi de la moulaga. Donc, première question. Déjà, de manière générale, tu disais tout à l'heure, avant, ça démarrait à 35, 34. Aujourd'hui, ça peut démarrer à sortie de stage, machin, à 42, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu les fourchettes de salaire? Aujourd'hui, le marché français en moyenne et aussi dans peut-être les meilleures boîtes, selon toi, jusqu'où ça peut monter selon les grosses expériences, junior, senior, manager. Ok. Je dirais que tu vois aujourd'hui un profil entre junior, donc comme on disait tout à l'heure, 6 mois de stage et tu vois, un an d'alternance, pourquoi pas, jusqu'à 2 ans d'XP, on peut être allé entre 38 et déjà 45. Donc pourquoi une fourchette aussi large? C'est que par exemple, à 45, quelqu'un qui aurait 2 ans d'XP, c'est quelqu'un qui ferait du recrutement tech, qui aurait potentiellement déjà une première expérience, tu vois, en startup scale-up et qui parle anglais. Parce que ça, on va y revenir, mais l'anglais aujourd'hui, Oui, c'est très bon voilà. point. Je vous détaillerai un petit peu des skills qui seraient bien à développer en tant que recruteur pour 2022. Donc, ouais, tu vois, entre allez, 0 et 3 ans d'XP, je pense qu'aujourd'hui, 38-45, c'est bien. Entre 3 et 6 ans d'XP, là, tu n'as pas une fourchette qui s'élargit parce qu'on voit vraiment des grosses différences de salaire en startup et en scale-up. Mais je pense qu'on peut aujourd'hui être, tu vois, entre 45 et 60. Tu vois, j'ai eu l'exemple d'un candidat que j'ai placé en novembre dernier, là, qui va démarrer d'ailleurs, qui démarre la semaine prochaine. Il a appelé, il vient pas. Il m'a dit désolé. On prend la facture. C'est mort. Et tu vois, lui, il avait 6 ans d'expérience en recrutement tech. Et salaire tech, no tech, la différence à peu près aussi? Ouais, je vais venir. Ouais. Il parle couramment anglais. Et lui, on lui a fait une propale qu'il a acceptée à 60 fixe et il a 20 000 euros de BSPCE. Et tu vois, il a 6 ans d'XP. Il avait comme XP du cabinet de chasse, plutôt un bon cabinet de chasse, et une ESN qui est plutôt bien. Quelle est-elle? Après, sinon, vous allez pas retrouver. Ok. Je ne sais pas si lui me donne l'accord pour donner sa Bien sûr, rémunération comme ça en public. bien sûr. Je vais peut-être plus lui demander avant, mais bon, bref. Et donc, tu vois, là, 6 ans d'XP, boum, il est déjà à 60 plus 20 000 euros de BSPCE. Très récemment, c'était autour du début décembre, on a fait une propale à une personne qui avait 2 ans d'alternance, 2 ans de CDI, qui parlait, alors elle, sur du recrutement plutôt de profil business, donc en fait tous les profils hors tech. Ok. Elle parlait anglais, et alors, c'était le bonus, et ça, encore une fois, on va y revenir, mais c'est les langues, c'est un truc de ouf. Elle parlait un peu allemand. Alors, Ouais. elle parle même plutôt bien. On lui a fait une propale à 45 plus 5. Ouais. Diplômé Mais aujourd'hui, 2019. même ceux qui recrutent des sales, mais des sales d'un univers tech, c'est un peu comme les métiers de la tech ou pas? Écoute, Si tu recrutes des sales qui vendent du SaaS. exactement. Je pense, dans l'équation, c'est le truc qui fait gonfler les salaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes recruteurs de sales chez Salesforce, je prends l'exemple Ouais. Salesforce, tu recrutes des sales qui font de la vente quand même assez complète, sur des cycles de vente longs, interlocuteurs de très haut niveau, sur des profils qui peuvent gagner 300, 400, 500 000 euros. On est sur du recrutement très particulier, très de réseau. Il faut aller voir les gens physiquement, il faut les inviter dans des hôtels, etc. Ces gens-là, effectivement, ils ont peut-être effectivement 10-15 ans d'XP, mais ils sont à 100 000 euros en fixe, quoi. Ouais, Donc, donc c'est quand même ouais, relié que tu recrutes à la valeur de ce que tu recrutes, on peut dire, si on doit chercher une tangente. c'est une super analogie, c'est une super comparaison. Je pense que tout à l'heure, c'était Najnaj qui parlait de l'analogie, enfin du fait que ça suive les salaires, l'inflation des salaires tech. Évidemment, si on galère à recruter un très très bon dev et on est prêt à le payer à 100K en fixe, et celui ou celle en tant que recruteur qui arrive à recruter ces gens-là va évidemment connaître le même type d'inflation. Et je partage totalement ce que Benjamin, que Benji a dit. Oui. Vas-y. Ça va monter là encore les salaires là. Vu le nombre de licornes, on a 3 ans d'avance, il nous a dit notre président.
3 ans d'avance, donc ça va monter là les prix, non? Parce que comme Ça tu a l'as dit tout à l'heure, charbonné. en fait, le problème, c'est plus l'argent, hein. On a tous de l'argent, hein. Enfin tous. À tout En à l'heure. startup, moi perso, j'ai pas d'argent. En startup, ils ont tous de l'argent. Hem, la difficulté, elle va se déplacer d'avoir de l'argent à avoir des compétences, en fait. Ouais, ce sera un sujet super intéressant de savoir comment aujourd'hui on va les trouver ces recruteurs parce qu'en fait, Comment, aujourd'hui le nombre de recruteurs il est limité sur le marché et mais moi, je il y a pense que très peu de formation pour former les celui qui recruteurs. fera une vraie école du recrutement, pas comme l'école du Ouais. recrutement c'est une école? Ils forment des gens, l'école du recrutement? Ouais, ouais, ils ont une formation en alternance, Ouais. avec une thèse d'apprentissage. Mais effectivement, moi, j'ai donné en fait des petits apartés très rapides, mais j'ai donné des cours au sein de Human School, qui est un bootcamp pour devenir sales, et je suis intervenu Mmh. sur la dernière semaine pour coacher les étudiants. Et moi, je suis convaincu qu'un modèle comme Human School pour les recruteurs, ça serait un carton. C'est-à-dire que Mais c'est sûr, là, pendant ça 10 va, semaines, chaque semaine, tu étudies une partie du funnel du recrutement, ouais. le sourcing, le kick-off meeting, les entretiens. Tu fais intervenir des rockstars sur chacune des séances. Mmh. Le sourcing, bon voilà, tu vas dire telle personne. Sur le closing, tu fais intervenir Hassan, par exemple. Mmh. Euh, et à chaque fois, ils ont donc de la théorie. Voilà, je t'ai lancé ta petite fleur pour ce soir. Du coup, tu fais de la théorie en démarrage de semaine et surtout de Je la je veux pratique avec je des cas pratiques. je veux bien une Voilà. fleur aussi, On va chercher, on va chercher, t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Non, mais pour Bref, rebondir, je ferme l'aparté, mais ouais, je pense que complètement. tu as vraiment raison et le premier qui va créer, une formation du recruteur en 10 mois, en 4 mois, mais comme les formations tech en 3 semaines, deviens recruteur en Ouais, c'est 3 semaines. ça. Avec le Mmh. c'est quoi? C'est le CFE? Le truc de Tu peux effectivement le faire passer en ouais, tu le ouais, fais passer, mais en c'est un CPF, en business CPF. en CPF, voilà, le CPF, c'est gros business, hein. Ouais et après tes recruteurs-là, ils sont labellisés, tu les Ouais, passes. Après c'est ça. après moi j'ai plus de boulot, moi donc mais Mais, il y a mais même, ils le font pour les product owners aussi, je crois. Il les y a des product devs, managers, ouais, Noé. ouais, les product Noé qui managers. fait Ouais, très, Noé, très bien ça. exactement, c'est Ouais, ça dont je pense. Tu ils crées ont le craqué le Noé du Et système. recrutement, là, je pense, tu Ouais, lèves. Je pense, ouais. tu lèves, Il y a un truc évidemment à faire là-dessus. Je pense que ça peut être aussi un thème à part entière parce que j'ai vu cette semaine sur LinkedIn quelques débats sur le fait que est-ce que c'est quoi la différence entre recruter en cabinet dans ah! une grosse boîte ou en start-up et pas mal de frustration, je pense, qui tournent autour de ça, ou des recruteurs qui arrivent pas potentiellement à passer certains entretiens se disent ouais, ouais je recrute, ça fait 10 ans que je recrute, arrête de faire genre, dans startup, donc tu connais des trucs. Et effectivement, je pense que c'est bien de démystifier et genre concrètement montrer les différences, parce que moi, de mon point de vue, j'ai pu les voir et clairement, effectivement, on parle de data driven, il y a des gros mots comme ça, effectivement, en donnant des cas bien concrets en mode, c'est ça qu'on attend, etc. Et je pense que si c'est sous des formations, mais nous, on peut le faire sans. Il a bu il a bu du Et- vin en live direct, et- Ouais, détente. bah, écoutez, ça va, il est quand même 19h30. Oui. Et attends, et du coup, parce que là, on est bientôt à la fin, et je voulais juste, parce que j'ai vu quelques commentaires. Jean-Marie qui disait, évidemment, ça peut monter jusqu'à 120 plus pour un head of. Camille qui disait entre 60 et 90 pour un recruteur. Moi, je valide tout ce qui a été dit. Évidemment, aujourd'hui, sur le marché français, bon, si tu es dans une très très bonne startup, tu as plus de chances, ou dans la big tech, tu as plus de chances d'atteindre ces salaires-là. Mais oui, si vous nous écoutez et que vous êtes recruteur, vous voulez apprendre encore ce métier-là, comprendre peut-être ce qui fait un peu la différence pour pouvoir rentrer dans ce type de boîte aussi, pour monter en salaire, hein, on ne va pas se mentir. Effectivement, un contributeur individuel aujourd'hui, il peut facilement, aisément en France, être à entre 60 et 90 en fixe. Ouais. Ça peut se faire avec bon, il faut être dans une boîte qui comprend ce que c'est qu'un senior, un lead, un principal, évidemment. C'est pas comme ça je vois que tu lèves la main, vas-y. Ce qui est bien aussi à travailler en startup ou scale-up par rapport à une SS2I, c'est que c'est cool d'avoir les moyens derrière quand tu fais de la prospection, Mm. tu te tues pour aller sourcer des bons profils et que tu les appelles et que tu as une boîte qui fournit des salaires qui sont des attractifs sur le marché, des BSPCE, des technos vraiment, je dirais pas à la mode, mais récentes. Et ben déjà, toi, en tant que recruteur, tu kiffes beaucoup plus. Excusez-moi, problème de focus. Ouais. Tu kiffes beaucoup plus ton métier et je pense que tu es. Oh, je vois fou. Et tu es beaucoup plus passionné par ce que tu fais parce que tu sais que ton travail va être valorisé par l'offre ou la proposition que fera la boîte derrière. Alors que des fois, quand tu es en SS200 de ESN, tu as un super bon feeling, tu as super bien fait ton boulot et à la fin, oui, mais en fait, le salaire, c'est 45K. Et le mec, il t'aime bien, il veut signer avec toi, mais il me dit, frérot, 45K,
ça fonctionnera c'est sûr. pas. Et c'est ça qui est cool aussi pas que le salaire, gagner plus, 60, 65, on va gagner plus, mais c'est aussi de proposer une vraie offre qui correspond au marché, que le candidat il te dise ouais, est-ce que vous avez du remote? Bah oui, bien sûr, on fait du full remote, c'est normal. Et de Ouais. vraiment faire ton métier, séduire une personne, la convaincre, parce que tu es toi-même persuadé que ton entreprise c'est la meilleure. Pour revenir sur les rémunérations, mais juste pour conclure sur ça, en Mmh. fait, aujourd'hui, sur le marché, en tout cas, moi, ce que je vois quand je parle des startups et des scale-up, déjà, c'est que contrairement à ce qu'on voyait en cabinet, parfois en ESN, c'est que la répartition fixe plus variable, elle n'est pas aussi importante. Donc, moi, je vois de plus en plus de clients qui proposent 100% de fixe. Donc, il n'y a même plus de variable. Mmh. Et quand il y a du variable, en général, c'est sur des objectifs à la fois quantitatifs et aussi qualitatifs. Mmh. Donc, par exemple, demander aux recruteurs pendant l'année 2022, d'avoir retravaillé tout le programme de cooptation, d'avoir sorti de la data de l'ATS pour avoir un reporting recrutement, etc., etc. Mais donc, et quand il y a du variable, en général, c'est pas plus de 10-15% de la rémunération fixe. Alors qu'avant, effectivement, par exemple, au cabinet, on a souvent la logique d'avoir un fixe très faible, 25, 30, 35, et parfois C'est de ça. pouvoir doubler son fixe. Ça n'existe pas, ou très 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 peu. Il y a peut-être une ou Non, deux parce que exceptions les en ESN et startup scale-up. cabinets margent à chaque recrutement, alors que c'est pas le même constat pour les Exactement. startups et scale-up. Ouais. Mais attends, on revient sur la question de Rassam, elle est hyper intéressante. C'est quoi la différence c'est quoi les profils de recruteurs qui seraient plus à l'aise en startup, de ceux qui seraient plus à l'aise en scale-up, de ceux tu leur dis restez en ESN, c'est mieux pour vous. Euh, Par exemple, si je suis plus à l'aise dans le sourcing, si je suis plus à l'aise dans les calls, si je suis plus à l'aise pour vendre en ouais. interne mes candidats, c'est comment est-ce que tu répartirais Écoute, là, je reviendrai sur un truc, c'est la passion. Tu vois, ce qui va différencier. Moi, quand je change avec beaucoup de recruteurs de cabinet, c'est vrai que quand même, une fois sur deux, on va pas se mentir, parce que le métier de recruteur de cabinet fait ça. C'est-à-dire que tu as une casquette commerciale, tu as une casquette recrutement. Donc, en fait, c'est un métier qui est un peu bâtard où tu peux soit en fait préférer clairement la partie commerciale et en fait, tu quitteras le recrutement pour devenir account manager, business dev dans une autre boîte. Soit tu es un peu entre les deux, mais du coup, c'est pas trop où tu es. Soit tu es vraiment, ce qui te fait kiffer en fait en cabinet, c'est la partie recrutement. Et ces profils-là, effectivement, ont beaucoup plus de probabilité d'aller en startup et en scale-up. D'ailleurs, c'est assez rarement, je pense, les top dealers. Donc, du coup, ils sont un peu moins drivés par vraiment l'aspect très, très, très financier du métier de consultant en recrutement. Et donc, du coup, ce qui va effectivement m'intéresser de passer sur des profils comme ça, c'est ceux qui font un peu l'extra miles en cabinet. Parce qu'en fait, en cabinet, tu es très court terme, tu vois ton chiffre d'affaires à la fin du mois et globalement, c'est tout. Et on ne te demande pas de faire beaucoup plus. Tant que ton CA il est fait à la fin du mois, c'est check, tu as réussi. Mais par contre, on ne te demande pas OK, comment on peut améliorer l'XP candidat aujourd'hui en tant que cabinet? Comment on peut essayer de nouveaux outils pour, par exemple, être plus efficace sur ça? Comment on peut revoir notre process d'entretien pour faire des entretiens structurés? Quand j'ai des recruteurs qui, en cabinet, se posent ces questions-là, je me dis déjà, OK, c'est des gens qui ont fait un peu l'extra miles et qui ont le potentiel pour aller effectivement. Moi, je conseille plutôt d'aller en scale-up d'ailleurs. Qu'en startup, je sais qu'avec Rassam, on n'a pas forcément le même point de vue. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut dire que si tu veux faire du 360 et toucher à tout, va en startup parce que tu vas être multitask. Et en scale-up, bah, ça sera déjà plus organisé. Donc, tu auras peut-être ton talent sourceur, ton talent coordinateur et toi, tu feras de l'accompagnement de candidats. Est-ce que tu es ben, déjà dans ce discours-là ou est-ce que c'est un peu prématuré? ouais, non, 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 mais clairement, moi, c'est ce que je recommande. Et moi, du coup, non, en fait, je recommande, écoute, si tu en fais je dirais que quand tu viens de cabinet, justement, comme il te manque pas mal de trucs potentiellement pour passer, pour être un recruteur qui a vraiment l'habitude de travailler en interne, moi je dis va plutôt en scale-up parce qu'en fait en scale-up, tu auras l'occasion de travailler avec déjà les meilleurs recruteurs de France. Mm. Globalement, les stats aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est que les meilleurs recruteurs de France travaillent en scale-up. Et, euh, et donc, du coup, tu pourras trouver un mentor, des gens inspirants, des gens qui vont arriver. Tu auras des outils, tu auras du budget, tu n'auras pas à batailler après ton high manager pour lui faire comprendre en quoi la fonction de recrutement est utile. Donc, tu seras dans des très bonnes conditions pour en fait que ce changement cabinet interne il se fasse très facilement. Après, tu peux avoir envie, et je le comprends aussi, et c'est pourquoi j'ai ces discussions avec les recruteurs, c'est si tu as envie peut-être de te challenger un peu plus, que tu es prêt à te retrousser les manches, à aller vraiment parler au quotidien avec des fondateurs qui ont ouvert un poste de TAM dans leur équipe, mais qui finalement ne savent pas trop encore pourquoi ils ont ouvert un poste de TAM et Bien qu'il y a un sûr. vrai travail d'éducation, qu'il y a des outils à mettre en place, etc. Bah, je dis, bah, écoute, pourquoi pas aller en startup, ouais. Je veux juste souligner un truc que tu as dit qui est super intéressant. J'y avais jamais pensé comme ça, en fait, mais avec le recul. Je pense que tu as
totalement raison. C'est le fait de dire qu'en cabinet, ce n'est pas forcément les top billers qui ont l'instinct d'aller en interne comme ça. Alors, en tout cas, à mon époque, clairement, quand je réfléchis, les premiers à être partis en interne, in-house ou même dans des bonnes startups, etc. Et d'ailleurs, ils se faisaient charrier en mode « Ah, vas-y, la planque, RH, PRA, machin, etc. Tu pars, c'est la planque, etc. » Et avec le recul, eux, en fait, ils étaient déjà un peu sur le step d'après, du sourcing un peu plus quali, regarder un petit peu plus. Alors, il n'y avait pas encore la data à l'époque, mais clairement, travailler sur des projets et ils étaient moins dans le côté binaire, mon client, mon candidat, bam, bam, mes factures, etc. Et maintenant, bon, ça a un peu évolué aussi, mais maintenant, vu que tu le dis, je pense que ça doit être encore assez vrai. Donc, c'est plutôt cool. Sur le sujet des salaires, bon, évidemment, il y avait une question qui brûlait les lèvres de tout le monde pour comprendre un petit peu toi, Benjamin. Benjamin, à titre personnel, individuel. Il reste 60 personnes dans le chat. Non, mais on peut continuer. À votre avis, combien il fait Benjamin sur 2021 ? La moulaga. Combien a fait Benjamin Jean en 2021 ? C'est quoi votre estimation sur le chat ? Là, on parle brut. On est à 200. Tonton Ludo, il part sur 250 direct. Attends, Léo mais Sampipo, 250. 300. Oula, ça monte. PAD entre 100 et 200. Ouais, Christophe, il a dit j'espère c'est du Bordeaux, je crois, il n'a pas compris la question. Hello, 250, 240, 500. Yep 2022, Oula. 500. Oula. 200. Juste pour donner un peu de contexte. En chiffre d'affaires, déjà, peut-être en chiffre d'affaires. Pour aider un peu à calculer. Ouais, voilà. Pas de langue de bois, les Français veulent savoir. Allez, tout de suite. Le net. Comment tu arrives ? Je travaille que les après-midi. Je travaille pas les matinées. Et depuis 4 mois, je travaille plus le mercredi. Donc, globalement, moi, je travaille aujourd'hui 20-25 heures par 4 demi-journées. En tout cas, sur ce business, le recrutement, parce que du coup, j'ai d'autres trucs à côté. Mais, la vente et tout. La vente de. Voilà. Ça rapporte beaucoup. Ah, ça rapporte autant. Donc, ouais, en 2021, j'ai fait 180 000. Et du coup, comme maintenant je suis en Espagne, mon imposition est un peu plus basse. Donc, en fait, ça fait quelque chose comme 120 000 euros net. Bravo. Et voilà, combien de ventes ? Du coup, pour faire 180, j'ai un peu augmenté mes honoraires cette année. Donc, du coup, j'ai eu à faire moins de recrutement. J'ai dû faire. Tu as eu le luxe d'augmenter tes prix, on en parlait en off, ouais. Mais tu as eu le luxe de. Ouais, je fais une quinzaine de recrutements. Ouais. Surtout que cette année, j'ai eu l'occasion de bosser sur un senior talent acquisition manager, donc quelqu'un qui était à 100K. Et là, je suis sur une chasse à 130, 150 pour un directeur en scale-up. Et en moyenne, c'est entre 15 et 20% du salaire annuel. Mais toi, tu aurais poussé à combien ? Non, moi, je suis à 25%. 25%. Donc là, tu vois, j'ai un minimum de facturation aujourd'hui à quasiment… Ouais, je suis à 12 500. Et cette année, je pense passer à 15 000 le minimum de facturation. Du coup, est-ce que tu pousserais les gens à devenir recruteurs de recruteurs, Benjamin Jean ? Ah bah écoute, il faut y aller. Hein. Moi, je ne ferai pas ça toute ma vie. Hein, donc, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Ou il y a une session de business à imaginer pour ceux qui auraient envie d'en discuter. Mais ouais. En tout cas, ouais, j'ai la chance de vivre plutôt correctement. Top. Peut-être avant de partir, tes 2-3 conseils à un recruteur aujourd'hui s'il va être recruté, parce que je crois que c'est quelque chose que tu avais évoqué. Ouais, en fait, les skills un peu à développer, Ouais. tu vois, moi, ce que je trouve qui revient souvent, alors, c'est un truc qui paraît très basique, mais c'est les langues étrangères. Moi, c'est mon défaut. Hein. Moi, c'est mon grand défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, en scale-up, elles me demandent toutes de parler anglais. Donc après, je creuse tout le temps, ok, mais d'accord, dans quel contexte la personne va devoir vraiment parler anglais, à quelle fréquence, est-ce que les communications sont écrites, orales, etc. Et en fait, bon, il y a comme toujours un peu de pipeau, et en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas besoin de parler anglais, mais globalement, il y a quand même une vraie tendance à l'anglais. Donc ça, formez-vous. On a la chance en France d'avoir le CPF. Il n'y a pas ça en Espagne, hein, par exemple. Donc, formez-vous, utilisez vos heures.
Ça peut être tout bête, hein, mais utiliser des applications mobiles comme Buzu, tout ce comme ça. J'ai plus les noms des autres, mais faites de l'anglais 15-20 minutes par jour, c'est déjà une bonne chose. C'est quand même Et si- important. Hein, tu vois, on peut se dire qu'il y a plein de conseils à donner, etc. C'est quand même assez basique comme conseil. Ça fait 20 ans qu'on l'entend. Voilà, il faut parler anglais, il faut parler anglais, c'est bien l'anglais. Ouais. Aujourd'hui, ça devient quand même un incontournable dans les métiers du recrutement, dans des contextes comme les nôtres. L'anglais en 15 minutes par jour pour les nuls, Ouais. ça fait. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu en anglais, Michael? We can maybe switch in English. Like, come on, like, Of course, because it is the end of the Twitch session of Michael Kerr and Ressam, and the next year I speak very well English for you. After that, inshallah. Inch'Allah. Et non, mais écoute. Mais je travaille, Ouais. parce que c'est un excellent conseil qu'il a donné, et moi j'ai eu la chance, on m'a fait confiance pour intégrer Super. un très joli projet, une très jolie boîte, et je les remercierai jamais assez. Et ils m'ont dit, par contre, tu vas bosser en anglais, et j'avais vu déjà avant que si tu passes pas par ça, tu vas louper des belles opportunités où tout matchait sauf ça, et bah tu vas faire Trop cool. un plan B, et c'est jamais bon. Et surtout le combo dont tu parlais, Benjamin. Moi aujourd'hui, chez Doctolib, on a des équipes France, Allemagne, Italie, mais le combo, tu parles très bien anglais et allemand, dans certains cas, voilà. c'est magique. Hein, ça peut effectivement, ça peut être très beau. Écoutez, on est un petit peu au-delà de l'heure. On voulait pas trop, même si c'est cool. Et je pense qu'on pourrait. Moi, j'ai personnellement envie de continuer, mais on avait certains sujets qu'on n'a pas pu aborder. Je pense que. Moi, je dis ça mérite un épisode 2. On va bosser sur un épisode 2. Hein. Je suis très content. C'était totalement. énorme. Je ne sais pas si Benjamin, tu auras Ouais, avec grand plaisir. Une autre heure à nous consacrer. Mais voilà, pour parler un petit peu de la suite. Le rêve vraiment de cette émission, c'est de faire une émission plateau. Et je suis en train de travailler avec des IT, des techniciens de chez Cotton Square. Rassam aussi travaille sur pas mal de choses. On va bientôt faire un plateau télé avec un multicam où vous pourrez venir à plusieurs, venir débattre directement sur le recrutement. Et moi, c'est avec plaisir, quand tu passes sur Paris, parce que je crois que tu es à l'étranger, quand tu pourras passer sur Paris, de venir. Et j'aimerais beaucoup la prochaine fois que tu viennes directement sur un plateau pour échanger directement avec nous. Est-ce que, Benjamin, cette année, tu as des projets spécifiques là qui viennent, ou des choses à partager un peu dans les updates, les actus pour toi si tu veux faire ta com, là, Benjamin, c'est le moment. Ouais, bah écoute, on en avait pas parlé, mais c'est vrai que cette année, moi, j'aimerais commencer à travailler beaucoup plus en fait sur des postes de lead, de manager et de directeur, et prendre de moins en moins en fait de postes de recruteur contributeur individuel, parce qu'en fait c'est là où le marché est le plus tendu, et c'est là où en fait je passe le plus de temps au téléphone avec des candidats qui en tout cas ont du mal à passer la barre chez mes clients. Donc beaucoup d'appels un peu frustrants où c'est pas que je perds mon temps, mais en tout cas je suis content après de donner du conseil, d'aider les gens à monter en compétences, mais voilà. Donc ouais, avoir des échanges un peu plus stimulants. Et c'est vrai que là, sur cette chasse là que j'ai actuellement d'un directeur pour une scale-up, tout de suite, je parle à des gens qui moi me font vibrer, qui me redonnent un peu la passion que parfois je peux un peu perdre sur le métier, parce que moi je le fais, en plus je suis en freelance, je fais ça depuis 3 ans et demi tout seul, donc c'est pas tout le temps rose d'être freelance. J'ai dressé un peu un portrait très rose du freelance, mais c'est pas tout le temps rose tous les matins. Donc ouais, ça serait un de mes gros focus pour cette année, effectivement. Continuer à avoir des discussions sur. Moi, j'aimerais vraiment que quelqu'un cette année se lance sur cette école, ce bootcamp du recrutement. Et moi, je suis vraiment au taquet pour en parler avec quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer. Pourquoi pas l'accompagner, pourquoi pas mettre de l'argent dedans, d'ailleurs. Donc ouais, en tout cas, c'est 2 trucs sur lesquels je vais bosser cette année, en tout cas en lien avec du coup le recrutement. Top, on te souhaite le meilleur. Et je pense que l'école, t'es potentiellement, je connais pas tout le monde après, mais une des personnes peut-être les mieux placées pour accompagner, pour créer, pour développer, pour participer, pour donner des cours. J'attends vraiment les acteurs qui vont commencer à se positionner là-dessus. Ça va nous redonner un crédit supplémentaire, nous, à notre métier. C'est vrai qu'on avait notre métier, c'est devenu glam avec l'école du recrutement, qui a fait pas mal de choses, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'ils font plus de com que vraiment de formation, quoique j'ai pas vraiment plus d'informations que ça. Et c'est avec plaisir que j'échangerai à ce sujet avec Nicolas Galita s'il veut venir sur notre émission. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du développement d'écoles ou de formations comme ça en 6 semaines, 3 mois, etc., etc. Un mot de la fin peut-être, messieurs?
Ouais, j'ai vu Ça, pas mal de petits comments qui ah, faisaient quand même pas on mal va lire un gaulerie. peu, bien sûr. Jean-Marie qui disait, il y a un mec qui est là depuis le début qui comprend pas c'est quoi le recrutement en escalope, un recruteur en escalope au lieu d'escalope, ça m'a fait un Ah, peu rire. Tonton Lulu qui parle un peu de projet d'ouverture de bar, à main, etc. Je sais pas si c'est concret, et qui nous propose ses bureaux pour le plateau, pour un plateau, il nous invite. on prend carrément, ouais. Trop On bien. prend carrément. Est-ce que tu as la fibre? Est-ce que Lulu, tu as la fibre Lulu, si tu as la fibre, dans si tes tu la fibre, bureaux? avec plaisir. Yes, il a la Yes, mais c'est Brefie, génial. Mais il quelle a la méthode formidable. Brefond. Il a la Brefie, il a la Brefie. Ouais, on va lire quelques messages quand même. Mickaël passe le bonjour à mon ami Hector de chez CS, bien sûr, Honolulu. Je peux proposer mes bureaux. Ah bah tu sais fait l'allemand, c'est pas la langue la plus détestée des Français. Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, le temps qu'on regarde, tu peux continuer à regarder un peu, tu vois, mais on remercie évidemment chaleureusement Ouais, toutes les Benjamin d'avoir personnes. accepté Ouais, de c'est jouer le ça, ouais. jeu, et puis toutes les personnes qui ont Qui se sont posé des connectés. questions. On est resté, trop cool. on était à un pic, je pense, aux alentours de 80 personnes, j'ai vu connecter. 90, j'ai vu un 90. 90. C'est beau, c'est On vous beau. fera les stats de toute façon. Ouais. Bah, merci Benjamin, je pense que. Ouais, carrément, ouais, désolé, vas-y. Tu peux. Non, vas-y. Non, j'allais T'étais bien. évidemment remercier, mais aussi lui, par rapport à ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines lors de notre premier épisode, on avait donné un petit objectif, si tu te souviens bien, je crois, de Bien followers. sûr. On s'était dit qu'à 100 followers, on allait accepter un challenge. Yes. Quelques heures après le premier live, on était déjà à 100. Donc À 100, ouais. on stagne un peu depuis. Mais tu te souviens Mais on du n'a pas challenge? fait Tu veux d'émission depuis. Ouais, rappeler bien ce que sûr. c'était? À partir de 100 followers, la promesse que nous vous faisons, moi et Rassam et moi, bien sûr, c'est de faire un match de football féminin entre Cotton Square et Doctolib. Si on arrive à avoir Doctissimo à travers mon docteur, de faire un match ou en équipe en 5, oui, bien sûr, en 5, c'est ça. Ou en mixte, ou en équipe mixte. Moi, j'aimerais bien faire un 5-5, et toi et moi en coach. On aimerait bien le faire en live, c'est-à-dire faire un live ce soir-là et vous commentez le match. On sera en commentateur, moi et Rassam. Si j'arrive pas techniquement à faire un live directement au Five auquel je pense, pour des problèmes de réseau ou autres, on vous mettra les meilleurs moments directement dans l'émission qui suit. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, que j'ai envie de développer. Et après, pour les 200 ou 300, moi, j'aimerais bien qu'on commence à faire un plateau. Ouais. Moi, c'est vraiment mon rêve, c'est de pouvoir faire un plateau, pouvoir échanger un moment agréable avec différents recruteurs, faire des meet-up aussi, faire pas mal de choses comme ça, mais toujours sur Twitch. Un concours de cuisine, j'aimerais beaucoup, avec des recruteurs sélectionnés qui puissent un petit peu, dans une cuisine, nous faire nos plats, etc. Ça pourrait être des trucs intéressants. Mais en fait, on peut tout faire sur ce live. Si vous voulez participer, si vous avez des idées de concept, si vous voulez venir faire une chronique, même 5 minutes, bah salut, moi, voilà, je kiffe le recrutement, mais mon délire, c'est les pois chiches. Chez moi, j'ai des champs de pois chiches, et quand je suis en entretien de recrutement, je parle de pois chiches et c'est mon délire. Vous nous contactez sur LinkedIn, on vous fait venir directement dans l'émission, vous expliquez votre chronique, 5-10 minutes. Si vous voulez rester plus longtemps, si vous avez un mot à dire, eh ben, n'hésitez pas vraiment à venir nous voir, et on se fera un plaisir de vous poser des questions. Merci à Benjamin Jean de nous avoir fait confiance. Je sais que ton temps est précieux. De concept, voilà, on vient de le commencer. Tu as tout de suite été moteur, tu étais tout de suite motivé. Les gars, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la moula, sur moi. Allez-y, vous inquiétez pas, vous pouvez m'interrompre. Franchement, c'était cool de te recevoir, d'être dynamique. Tu as joué le jeu pour la vidéo et tout. Franchement, ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi, Benjamin. Ouais, c'était à fond, plaisir partagé. Je crois que c'est un de mes, ouais, c'était un de mes meilleurs moments, ouais, comme ça, pour parler de ce sujet-là, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. On a déjà des invités calés pour les prochaines semaines. On en a un ou deux avec des super sujets, avec des super personnalités qui sont déjà calés. On est en train de préparer ça, donc on a de quoi venir. Et puis franchement, je pense qu'il y a tellement de choses à dire avec toi, Benjamin. On pourra clairement. Benjamin, tu vas revenir, c'est obligé. Ouais, on va faire un truc peut-être avec un contradicteur, quelqu'un qui te déteste dans la vraie vie, tu vois. Voilà. On va faire une trilogie. On va faire Benjamin Jean, le retour de Benjamin Jean, Benjamin Jean contre-attaque. Envoyez-nous, si vous n'aimez pas Benjamin Jean, voilà, envoyez-nous vos coordonnées, on prépare ça. Octogone, voilà, tranquillou.
Mais ouais, avec plaisir. Moi, il y a plein d'autres. Il y a le référol, il y a plein d'autres thèmes. Et moi, ce serait avec plaisir de t'entendre encore sur nos ondes. Merci à tous. Moi, il faut que j'aille aux toilettes parce que j'ai vraiment depuis tout à l'heure envie de faire pipi. Ciao. On se revoit vite. C'est cool. Merci à tous. Cool. Merci à tous. Allez, Allez, ciao les gars. Bisous, À bisous. bientôt. Bye.